Ma famille est arrivée au début des années 1900 au Maroc. On n'est jamais reparti. Toi, tu es où? Je lui dis, je suis à Bordeaux. Il me dit, c'est incroyable parce que mon grand-père vend son appartement à Bordeaux. Et il me dit, écoute, va voir l'appartement et tu prends le mandat. Et là, je vois une bande commence à m'entourer. Puis il me dit, t'as pas l'heure? Non, j'ai pas l'heure. Tatati, tatata. Puis il me regarde, il s'approche un peu trop. Et donc je l'attrape un peu par là et je lui dis en arabe, c'est moi qui vais te voler. C'est moi qui vais t'agresser, c'est pas toi qui vas m'agresser. Donc je le regarde et pareil, je lui dis en arabe, je dis, dis-moi, qui t'a permis de lui parler à elle? Tu m'as demandé l'autorisation pour parler à ma femme. C'est que le moindre job, on essaye de le sacraliser. Donc les Airbnb vont être agrémentés, il va falloir passer un agrément à obtenir. Il y a un cahier des charges, un peu comme dans l'hôtellerie. Alexis et moi, tu sais comment on s'est rencontrés? Non? Je te l'ai pas raconté? Non, je crois pas. Bah en fait, c'était en 2022, si je me trompe pas. C'est ça. Ou 2021. Ouais, juste après le Covid. Juste après le Covid. Donc moi, j'étais agent immobilier à Bordeaux. D'accord. Et j'avais déjà l'envie de venir ici à Marrakech. Et j'avais plein de questions sur l'immobilier au Maroc. Comment ça se passe? C'est quoi En fait, toutes les questions possibles et inimaginables. Sur s'installer aussi. S'installer aussi, ouais. Et je tape, je me dis en fait, une personne qui va pouvoir me répondre sur beaucoup de choses, au lieu d'appeler un agent immobilier, un notaire, machin, c'est un conseiller de gestion patrimoine. Donc je me dis, je tape conseiller de gestion patrimoine Marrakech. Je tombe sur la fiche d'Alexis, qui n'a rien à voir parce qu'il est à Casa. D'accord. Donc déjà, bon référencement, tu vois, à l'époque. Je vois le numéro de téléphone, j'appelle, il me dit, écoute, je suis en rendez-vous, on se rappelle. On fait un entretien ensemble, peut-être 1 heure, voire 2 heures, on a bien parlé. C'est un bon petit moment. Donc il m'a répondu à toutes mes questions. Et après, il me dit, toi, tu es où? Je lui dis, je suis à Bordeaux. Il me dit, c'est incroyable parce que mon grand-père vend son appartement à Bordeaux. Je dis, ah ouais, c'est incroyable. Il me dit, bah, écoute, va voir l'appartement et tu prends le mandat. Donc, Aussi simple. Aussi simple que ça. En un Pourquoi se appel. prendre la tête? Je te jure. Et récemment, il a été vendu. C'est ça. Bah, en fait, le feeling est hyper bien passé passé. quand c'est au téléphone. On était câblés un peu sur les mêmes trucs. Donc, moi, ça m'a paru normal. Je connaissais quelques agences à Bordeaux, mais je me suis dit, je suis consultant en gestion de patrimoine, je suis tout seul au Maroc, tu vois. Pourquoi je vais dans une grosse agence? Autant faire confiance à la même chose en France, quoi. Et de fil en aiguille, on s'est revus à Marrakech. On s'est rencontrés à Marrakech. Ouais, après 2 ans. Après 2 ans, ouais. Incroyable. Et ça conforte ce qu'on disait sur la mentalité marocaine, comparée à celle française, c'est qu'on fait rapidement confiance et il y a le feeling, tu vois. C'est ça. En France, tu pourrais pas appeler un gars pour lui demander un renseignement. Ah, mais t'es de Bordeaux, bah tiens, je te donne mon appartement. Direct comme Pas ça, du bah, tout. non. Tu vois, s'il te connaît pas, si t'as pas côtoyé depuis des années, déjà, et bah regarde, là, ça s'est super bien passé, la partie elle a été vendue et tout, par toi, du coup. Alors, par un de mes collègues. Par ton agence, parce que t'avais quitté l'agence à ce moment-là, c'est ça? Moi, j'ai quitté en décembre et ça s'est vendu quand? Bah, il s'est vendu là cet été. Enfin, on a signé le compromis là cet été. Tu vois. Voilà. En passant par Théo. Exactement. Comme quoi, les rencontres. Exactement, les rencontres. Ouais. Et du coup, Alexis, on a gardé le contact pendant longtemps. Et même hors cadre de la vente de l'appartement. Hein. Tout à fait. C'était vraiment parce que quand j'avais des questions, je l'appelais. Et Ouais. même encore aujourd'hui, en étant à Marrakech, dès que j'ai une question un peu C'est pointilleuse, vrai. un truc, je suis pas sûr, je l'appelle. C'est Je sais que... C'est ta carte joker. Souvent, il dit Alexis, attendez, bougez pas. Carte joker. Je te jure. Alexis, Ah, mais appelle à un exactement. ami. Pour tout et n'importe Ouais, quoi. c'est vrai. Donc, du coup, avec toutes les connaissances qu'il a sur tous les sujets de l'expatriation, parce que c'est vraiment ton métier, et tu vas nous le présenter, on s'est dit que c'était une très bonne idée d'inviter Alexis pour parler de ce sujet qui est vraiment le centre du podcast en plus. Hein. C'est vrai. C'est le départ pour venir au Maroc, d'où qu'on vienne, hein, France, Suisse ou Belgique. Donc, Alexis, bienvenue. Bah, merci. Et avant de continuer, je tenais aussi à vous remercier parce que moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. C'est-à-dire que ma famille est arrivée au début des années 1900 au Maroc. On n'est jamais reparti. Donc, on est vraiment des pieds noirs. Ouais. J'ai grandi ici et si j'ai fait ce métier, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est un peu par, entre guillemets, accident, je suis tombé dedans. Et parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de conseils. C'est-à-dire qu'ici, tu vas voir ton avocat, tu vas voir l'un, mais de réunir un petit peu tout ce savoir-là, on ne le trouve pas. Et il y a des gens qui, même après avoir vécu aussi longtemps ici, avaient des questions. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter dans votre podcast, parce que ça permet de faire partager au plus grand nombre des réponses sur les interrogations qu'il peut avoir. Quoi. Avec plaisir. Ouais, c'est le avec mieux. plaisir. Mais justement, parle-nous un peu de cette histoire, parce que tu nous l'as raconté, même nous, on était assez intrigués de cette histoire. Donc toi, ta famille, elle est arrivée il y a plus d'1 siècle au Maroc. Ouais, c'est ça. À peu près, on pense en 1907-1908, du côté de mon arrière-grand-père, du côté paternel. Et du côté de ma maman, ils étaient déjà à l'étranger, ils étaient en Algérie. Donc après l'indépendance, ils sont rentrés en France, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas formatés pour ça. Et ils sont revenus s'installer au Maroc. Donc moi, je m'appelle Alexis Ricard. J'ai grandi au Maroc, je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai fait mes études ici jusqu'à la terminale. Et après, parcours classique pour
une grande partie des Marocains aussi, c'est aller faire ses études à l'international derrière. Donc le choix logique a été entre guillemets la France. On avait déjà des pieds-à-terre là-bas. Et arrivé en France, je me suis très vite rendu compte, et c'est absolument pas une critique que je fais, mais que j'étais pas fait pour vivre en France. Quand on a vécu à l'étranger comme ça, c'est compliqué de rentrer dans ce moule-là. Il y a beaucoup de différences, ne serait-ce t'en parlais tout à l'heure, de l'aspect confiance, l'aspect interaction. Et c'est pas une critique, c'est juste qu'on est né à 2 endroits différents et qu'on est formaté différents. Il faut tout pour faire un monde, justement, et c'est ça qui est joli. Et je m'attendais absolument pas à rentrer au Maroc, parce qu'au début, j'étais parti pour faire... je suis un peu dans la finance, mais plus étalé, mais j'étais parti pour faire de la finance pure. Je voulais faire de l'analyse financière ou être trader. Et quand je me suis confronté à ça, après mon Master 1 en banque, finance et marché, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'avais envie, de vivre dans une grande ville européenne, avec la pression, avec tout ça. Mais d'un autre côté, j'étais pas parti pour rentrer au Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est là où j'ai grandi. Je me suis dit, j'ai pas de raison. Côté financier, maintenant ça bouge. Maintenant, c'est devenu une des plaques tournantes en Afrique pour l'investissement. Mais à l'époque, je parle de 2014, c'était pas encore le cas. Il n'y avait pas le CFC, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, je m'orientais pas vers ça. Et par hasard, j'ai un copain qui m'appelle après mon master et qui me dit, j'ai un stage en gestion de patrimoine. C'est pas ce que tu fais, mais le type est hyper sympa, ça a l'air hyper intéressant, c'est à Paris et j'ai pas envie de le mettre en plan. Donc, il me dit, va le voir et regarde si ça t'intéresse. Moi qui avais eu une mauvaise expérience dans le trading, je suis allé le voir, le cours est super bien passé. Je me suis dit, c'est cool d'avoir plus d'une corde à son arc. Je vais tenter le truc. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait le stage de 6 mois avec la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Equance. Donc, à Paris, j'ai adoré. Ils m'ont proposé de continuer avec eux pendant 1 an en Italie. Donc, j'ai fait un Master 2 en gestion de patrimoine pour me spécialiser là-dedans. Je suis parti en Italie et à la fin de ça, ils m'ont proposé, est-ce que le Maroc t'intéresse ? Et finalement je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas mal, quoi. C'est-à-dire, je rentre pas au Maroc sans rien, à devoir me démerder. Ils me proposent quelque chose, ça me permet de rentrer. C'est vrai que le Maroc me manquait à ce moment-là. Mais c'était pas du tout prévu. Donc, en fait, ce dont on parle aujourd'hui, qui est comment s'implanter au Maroc, moi, je l'ai vécu parce que j'étais pas du tout parti pour revenir m'installer au Maroc. Et quand je suis revenu m'installer pour bosser, pas pour vivre chez mes parents. Donc, toutes les démarches de chercher un appartement, de faire ses papiers, de tout ça, je l'ai connu en ayant grandi, mais j'ai été confronté à ça. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir en parler et de donner un petit peu les tips, parce que souvent, il y a des choses très simples qui paraissent être une montagne, et en fait, il faut qu'on sait comment le faire. Il faut se lancer, en fait. Exactement. Ok, donc toi, tu es revenu au Maroc en 2018. Exactement. 2018, à Casa, toujours Casa. Tu as toujours vécu à Casa? J'ai toujours vécu à Casa. Mon père est de Rabat, à la base, mais il est arrivé à Casa vers 31-32 ans. Et par contre, j'ai mes grands-parents qui, depuis 40 ans, vivent à Marrakech. Voilà, eux, ils ont eu le coup de foudre pour Marrakech. Et donc, Marrakech, j'y viens souvent depuis tout petit, parce qu'ils ont une maison ici depuis qu'on est tout petit. Et ils vivent la plupart de l'année ici. Okay. Ils évitent les moments froids et les moments chauds. Ouais. Les moments froids à Marrakech, ça va quand même. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Ouais, ça va. L'hiver, il a pas été trop compliqué. T'es pas malade un peu là? Non, ça va. Mais tu vois, on parle de froid. D'un coup, je tombe malade. Tu vois. Non, mais ça va. L'hiver à Marrakech, c'est plutôt tranquille, mais c'est les moments chauds qu'il faut éviter. Ouais. Exactement. Ouais. Comme cet été, c'était compliqué. Ouais. Juillet, août, septembre, un peu juin. Septembre, ça va. Tu vois. Ce mois de septembre, ça va. Ouais. Mais juillet, août, c'était compliqué. Ouais. Donc c'est compréhensible qu'ils évitent. Ouais. Donc toi, Casablanca, donc depuis toujours. Ouais. C'est quoi ton métier réellement, pour qu'on puisse comprendre? Explique-nous tout. Alors, je vais essayer de le désacraliser un petit peu, parce que souvent on a cette image de CGP dans la mentalité française, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très haut de gamme, tu vois, pour caricaturer la chose. Un CGP, ça s'adresse pas à tout le monde. Pour eux, c'est un gestionnaire de fortune. On n'est pas du tout ça. Les Anglos... excuse-moi, je te coupe. C'est un peu, là aussi, là, encore une fois, sans critiquer la mentalité française, c'est que le moindre job, on essaye de le sacraliser. Une femme de ménage, c'est un technicien de surface. N'importe quel job, ils essayent de l'embellir. Tu vois. Et c'est vrai que toi, c'est conseiller de gestion patrimoine, c'est ça? Exactement. Okay. Et en fait, ils nous collent une étiquette dessus qu'on n'a pas. On n'est pas gestionnaire de fortune. Je compare avec le monde anglo-saxon, parce que c'est souvent l'exemple qu'on a. Tu vas au Royaume-Uni, tout le monde a son wealth manager. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait un petit peu. Ils ont tous leur mec pour savoir quelle est la banque la plus intéressante, que le type touche 800 € ou bien 20 000 €. Ils ont tous un wealth manager. Voilà. Et nous, en France, on commence un petit peu à rentrer dans cette mentalité-là, mais c'est toujours un petit peu compliqué, on reste un petit peu cantonné dans mon petit banquier, mon truc, etc. Alors que... C'est les clients qui sont frileux, c'est ça? Ou c'est les sociétés qui ne sont pas présentes sur le marché? Je pense que c'est une question de mentalité. Mentalité. C'est pas... Ils connaissent pas bien le métier, peut-être aussi.
le métier de conseiller de gestion patrimoine, c'est-à-dire qu'ils peuvent les aider. Ouais, c'est-à-dire que la différence en France aussi, c'est très cadré. Je compare par exemple au monde anglo-saxon, c'est très cadré. Je prends des exemples simples. L'assurance maladie, ces choses-là, en Angleterre, c'est démerde-toi, quoi. Dans le système anglo-saxon. Donc, tu es obligé de t'entourer parce que c'est compliqué. En France, c'est plus assisté. Donc, en fait, t'as pas tellement besoin. Avoir un CGP en France, c'est intéressant mais c'est surtout intéressant quand tu pars à l'étranger, quoi. Ouais. Parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, toutes les banques françaises et tous les gens qui pouvaient te conseiller en France, ils sont extrêmement bien qualifiés sur la France. Mais dès qu'on parle de l'étranger et de faire jouer la bilatéralité des lois en question applicables, là, il n'y a plus personne, quoi. D'accord. Donc, en fait, pour expliquer, donc, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je vais caricaturer. J'ai 2 casquettes, en fait. J'ai une première casquette qui est vraiment l'aspect technique patrimonial. Donc, ça va être tout ce qui est aspect légal, fiscal. Par exemple, je suis français, je vis au Maroc, ou je suis franco-marocain, né en France et je vis au Maroc. J'ai gardé une activité en France, où j'ai encore des revenus fonciers d'appartements que je loue en France. J'ai aussi une activité au Maroc. À qui je déclare quoi? Comment je fais? Si jamais il y a une succession, comment ça se passe? Comment il faut s'organiser? Au niveau de mon régime matrimonial, comment ça se passe? Quelle est la loi dans le pays? Donc ça, c'est vraiment notre première casquette, où en fait, on est là pour conseiller, pour donner du conseil. C'est ça notre métier. D'accord. Et donner du conseil, on n'aura jamais la prétention de dire que dans notre entreprise, on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. Mais par contre, ça fait depuis 30 ans qu'on sait faire la gymnastique. Pas moi 30 ans, mais derrière, on fait la gymnastique et on sait en fait faire le lien entre les pays pour tirer avantage des lois et trouver les formules optimales à proposer aux clients. Et des fois, c'est même pas des formules optimales, c'est simplement la protection du conjoint, quoi. Ouais. Au Maroc, ça va, il y a un système de santé qui est super bon. Je pense que les gens s'en rendent pas compte et en parlent pas souvent, mais on a la chance d'avoir beaucoup de Marocains qui vont faire leurs études en France pour être médecins et qui ont il y a un vrai aspect patriotique au Maroc qu'on perd un petit peu en France. Ils ont cette fierté de revenir après. Ouais, donc on a de super médecins. C'est cher, hein. Il y a des cliniques privées, mais on a de super médecins, on a un super service médical. Donc on est là vraiment en fait pour conseiller ces gens-là, leur expliquer comment ça se passe. Chacun son métier. Je suis pas banquier, donc je vais pas aller me mettre à la place d'une banque, mais par contre expliquer comment faire la gymnastique, ça je sais faire. Et ensuite, pour certains clients qui vont vraiment avoir un besoin patrimonial, donc nous dire par exemple, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si demain il m'arrive quoi que ce soit, que je décède ou que ma femme décède, comment ça se passe au niveau de la succession? Est-ce que mes enfants sont protégés ou pas? Et bien là, on va intervenir et on va faire ce qu'on appelle un bilan patrimonial. C'est-à-dire que, comme un médecin de famille, on va demander le carnet de santé, donc le carnet, tout ce qu'il a comme placement immobilier, financier, comment il est organisé, est-ce qu'il a déjà fait des donations aux enfants. Et à partir de ça, on part d'une page blanche et on va lui dire, voilà, si vous ne faites rien, dans l'État, voilà comment ça va se passer si vous arrive quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a des moyens de l'améliorer? Des fois, c'est super bien fait. Il y a des gens qui sont super bien organisés. T'as quasiment rien à faire. J'ai rien à faire. Leur dire, vous êtes au top. Vous êtes au top. Il y en a d'autres où il y a peut-être des petits manquements ou des choses qu'ils ont oublié de faire, ou c'est pas volontaire, c'est pas leur métier, c'est normal. Et là, on va intervenir. Donc on va intervenir de 2 façons. D'une façon légale, en leur disant, par exemple, on va figer votre régime matrimonial, ou bien on va faire des donations par avance aux enfants pour éviter les problèmes de succession, ou des choses comme ça. Et ensuite, ça va être une approche, la deuxième casquette, distributeur de produits. D'accord. Voilà. Donc nous, on a une philosophie dans notre entreprise, c'est que chacun son métier. On ne peut pas conseiller les gens et créer des produits. Et puis surtout, on tomberait un peu dans le même système des banques qui aujourd'hui, tu regardes un portefeuille d'un client chez une banque, à part dans des grosses banques privées, il va te vendre que son produit, quoi. Son produit, ça serait prétentieux de dire que c'est le meilleur sur le marché. Donc nous, en fait, on joue de l'effet client. On a beaucoup de clients, un gros portefeuille client, pour quand on a besoin de produits spécifiques, aller les chercher. Okay. Donc en fait, on fait vraiment du sur-mesure pour le client, pour lui trouver le produit qui lui convient, et on ne va pas lui donner un produit maison qui ne sera pas adapté à ses besoins, quoi. D'accord. D'ailleurs, en parlant de produit maison, c'est quoi le nom de ta maison, de ton alors, le groupe s'appelle Equance. Equance. Voilà. D'accord. Vous êtes sur Casa, c'est ça? Alors, le siège social est à Montpellier. Donc, on a voulu garder cette entité française. On travaille avec des Français. On veut être sous la réglementation française parce qu'on critique beaucoup, on crache beaucoup sur les lois en France. Mais c'est quand même une des lois qui protège le plus le consommateur. Bah, c'est bien de le dire aussi. Il faut le dire les choses. Mais quand il y a des bonnes choses, il faut le dire aussi. Ils protègent énormément le consommateur. On le voit ne serait-ce que dans l'immobilier. C'est pas une critique, c'est un constat. Mais le locataire est bien plus protégé que le bailleur. C'est clair. Voilà. Donc peut-être poussé à l'excès, non, des fois? Ouais, peut-être, mais en attendant, c'est une garantie pour le consommateur aussi. C'est vrai. Une très bonne garantie. Voilà, donc on a voulu garder nos bureaux à Montpellier, et après on a des consultants un petit peu partout dans le monde, on couvre entre 50 et 75 pays, si je ne dis pas de bêtises, ça bouge beaucoup, on a de nouveaux pays qui rentrent, on est plus de 50 consultants,
peu près partout dans le monde, donc Sydney, Singapour, on est sur tous les continents. Donc ça s'adresse aux Français qui veulent s'expatrier. Ou qui sont déjà expatriés. Voilà. Ok. Et... Français ou francophones, hein, les Suisses, les Belges, ou même d'autres les Anglo-Saxons peut-être. On peut, mais c'est pas hyper adapté dans le sens où nous on est vraiment spécialisé sur la langue française. D'accord. Voilà. Okay. Donc en fait ça peut nous arriver. C'est les Français qui vont dans tel pays ou tel pays de tel continent. Voilà. D'accord. Ok. Là je parle surtout sur la partie légale et conseils. Là on peut pas trop leur apporter. Par contre un étranger qui veut un certain type de produit en France, immobilier ou quelque chose comme ça ou dans le private equity, là on va lui faire. Aussi. Voilà. Okay. Mais par contre on va pas pouvoir l'aider en direct sur la partie. Parce qu'en fait à Montpellier. Nous, on a tous des profils différents sur le terrain. Moi, je suis issu d'un profil financier pur et dur. Donc, j'adore l'immobilier. Je m'y suis mis. Donc, je commence à m'y connaître en immobilier. Mais j'ai pas tout le savoir, quoi. Pendant la formation de CGP, on a eu des cours de droit. On a passé des diplômes. Je suis diplômé de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Mais on peut pas tout savoir. Donc, en fait, on a une équipe à Montpellier avec un bureau spécialisé pour chaque domaine. Un qui va être pour l'aspect légal. Un qui va être pour l'aspect immobilier, un qui va être pour l'aspect crédit et banque. Et donc, en fait, nous, on fait le lien entre toutes ces personnes. Et ensuite, sur place, je tiens à le préciser parce que c'est important, on s'entoure aussi sur place d'organismes locaux parce qu'on n'a pas le droit de conseiller en local. Parce que même si je suis né ici, je n'ai pas de diplôme, donc c'est normal. Hein. Donc, je n'ai pas le droit de conseiller en local. Donc, pour tout ce qui va être local, je le dis aux clients, mais je ne peux pas l'écrire. Ça, c'est le travail des fiduciaires, des avocats, des notaires. Donc, vous avez des partenaires sur place qui prennent le relais. Tout un tissu. Un notaire à Marrakech, tu as eu l'occasion de rencontrer, par exemple. Bien sûr, On essaye d'en avoir dans toutes les villes et des gens de confiance. Et en fait, on est obligé de faire ça et de bien s'entourer parce que vous connaissez la mentalité française. Quand tout va bien, on n'en parle pas. Mais à la moindre erreur, surtout dans les milieux expats, tu le payes cher. C'est clair. Voilà. Ok. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on part du Maroc. Ça serait quoi les conseils, le guide un petit peu pour un Français qui veut s'expatrier au Maroc? Ce serait quoi que tu lui conseillerais, les étapes à suivre? Alors, il y en a plusieurs et on en a parlé un petit peu avant, je crois. On parlait de ça. Je trouvais que c'était très intéressant de voir d'un œil local. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi ici et je vois des gens venir s'installer de par mon métier, de par les connaissances que je fais. Donc, j'ai un peu une vision différente de l'installation. Et tu l'as vécu aussi, l'installation, quelque part. Exactement, ouais. Ce qu'il y a que je remarque au Maroc, c'est qu'il y a énormément de similarités avec la France. Ça parle le français déjà, pas partout, hein, mais on parle grandement français. Dans les administrations, ils parlent presque tout le français. Le système est assez calqué sur le système français, comme il y a eu un protectorat pendant longtemps. Donc il est un peu différent, mais il est assez calqué. Donc en fait, les gens souvent se sentent en France, ici. Et c'est ce qui leur donne envie de venir ici. Sauf que quand on s'installe, il y a des choses qui sont différentes. Et là, des fois, ça peut être la belle surprise. Ou la mauvaise. Voilà. Donc, nous, dans la boîte, on a un petit guide de l'expatriation, en fait, qu'on conseille dès qu'on a des gens qui veulent venir s'installer dans un pays comme par exemple le Maroc. Et il y a plusieurs étapes à suivre. La première, déjà, c'est cibler son pays. Je ne veux pas parler du Maroc, je vais parler en général. Donc, cibler son pays. Une fois qu'on a ciblé le pays, ce qui est important, c'est de savoir comment ça se passe sur place. Le Maroc, pour prendre l'exemple, comment est-ce que j'obtiens ma résidence? C'est pas j'arrive ici, c'est pas comme en France, hein. C'est pas j'arrive ici et j'ai ma résidence. Enfin, ça a un peu changé en France, c'est plus trop le cas, mais c'était le cas avant. Donc il faut vraiment avoir un projet, il faut se renseigner en amont parce que sinon tu vas faire les allers-retours tous les 3 mois et ça devient vite l'enfer. Et surtout, tu vas pas réussir à avoir toutes les pièces pour le dossier de carte de séjour. Ensuite, il y a le projet. Est-ce que je vais monter mon entreprise? Est-ce que je viens en tant qu'expat? C'est ma boîte qui me propose ça depuis la France. Ou est-ce que j'ai une boîte en local qui m'engage? Donc, en fonction de ça, il y a plusieurs aspects qui vont se mettre en place. Donc, souvent, avec les contrats expat, il y a un petit peu tout qui est compris. Donc, il y a expat et détaché. Hein, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais, ce que tu me disais, il y a différents types de contrats expat. Ouais, il y a différents types de contrats expat. Il y a l'expat, je caricature, hein, je préfère donner pour que ce soit un peu accessible à tout le monde, all inclusive où il arrive, il a tout qui est pris en compte, c'est-à-dire que sa boîte lui donne une fiduciaire qui va s'occuper de tout ça, il a le package, il a la maison, il arrive, il a rien à faire, il touche une partie de son salaire en France, il touche une partie de son salaire au Maroc, c'est nickel. Il y a l'expat, lui, qui par contre va négocier. Donc là, c'est toujours important, je le dis, de se rapprocher des gens. Il y a beaucoup de services où on ne se rend pas compte et c'est intéressant d'aller les voir. Ils ne vont pas faire payer. Par exemple, je prends ton domaine, quand vous faites une visite immobilière, faites payer la visite? Non. Donc, pourquoi pas visiter? Pourquoi pas poser la question? Ouais. C'est ce que tu as fait, hein, tu m'as appelé. Exactement, c'est ça. Comme je dis toujours, hein, le plus gros risque à poser une question, c'est de ne pas avoir de réponse. C'est vrai. Donc, nous, souvent les Français ont
pas ce contact-là comme on a au Maroc, de tout de suite demander. Mais il faut surtout pas hésiter à poser des questions et à demander. Donc se renseigner pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant au niveau du contrat. Et ensuite, si on vient en local, donc embauché par une entreprise en local ou qu'on monte sa société, se renseigner sur tout ce qui est à côté, tout l'aspect protection de la famille, sécurité sociale, en retraite. Si on doit se constituer tout ça, il y a un système de sécurité au Maroc qui s'appelle la CNSS, qui est complémentaire, entre guillemets, avec la CFE, dans un certain sens. Donc, il y a de grosses parties sur lesquelles il faut se renseigner. Donc moi, la première démarche, c'est vraiment se renseigner sur le pays, savoir où je vais. Parce que j'en ai vu plusieurs arriver à Casa, une main devant, une main derrière, avec l'argent qui arrive sur le compte en banque, et ça y est. Je pense qu'ils vont ouvrir un local, que tout va bien se passer. C'est pas forcément ça. Voilà, c'est du boulot, c'est comme partout. C'est ça. On n'a rien sans rien. Exactement. C'est vrai. Et pour un Français, par exemple, qui est en France, donc qui a vécu en France toute sa vie, qui a des biens en France, par exemple dans le locatif, ou qui est propriétaire de sa résidence principale en France, et qui vit au Maroc. Comment ça se passe pour ses biens en France? Comment ça se passe pour ses sociétés en France, s'il en a? Comment ça se passe pour tout ça? Son argent, exactement, pour tout ça. Alors là, la chance qu'on a avec la France, c'est qu'il y a des liens qui sont très étroits. Ça a été un petit peu tendu ces dernières années, mais heureusement, c'est rentré dans l'ordre. On va dire que pour une personne qui vient pour s'installer au Maroc et qui se pose des questions sur... excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. C'est s'il a des biens en France. Ah oui, s'il a des biens en France. Sur la partie fiscale pure, en fait, il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc qui pose en fait le cadre des interactions fiscales. Et là-dessus, elle est très claire, il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire que, de manière générale, sauf dans certains cas extrêmes, les conventions qu'il y a entre les pays, elles sont très simples. Tout ce qui va être revenu mobilier, donc ton salaire, des placements que tu as, si tu les dois dans le pays de résidence fiscale. Voilà, donc tu es résident fiscal au Maroc, tu as des biens en France, tu as des actions en France, tout ce qui va être action, tout ce qui va te rapporter de l'argent, c'est à déclarer au Maroc. Par contre, pour tout ce qui est immobilier, c'est la zone géographique du bien, l'emplacement. Donc la France a le droit sur son bien. Donc le Maroc n'a pas le droit de réclamer des impôts sur ce que tu vas payer en France. Donc en France, tu vas payer ce que tu dois payer. Par contre, le Maroc a le droit et demande à ce qu'on déclare le montant des revenus qu'on a payé en France. Donc ils ne vont pas l'imposer ici. Mais ici, ils vont l'imputer sur l'assiette taxable. Je vous donne un exemple très simple. Vous touchez par exemple 80 000 dirhams par an. D'accord, j'ai un exemple comme ça. Parce qu'au-dessus des à peu près 200 000, on est déjà à 38%. Donc je vais te prendre 80 000. Vous êtes dans une tranche d'imposition qui est relativement basse, vous n'êtes pas encore à 38%. Si en France, vous avez des revenus équivalents à 15 000 euros qui rentrent au Maroc, eh ben, votre salaire au Maroc de 80 000 dirhams va être imposé à plus de 38%. Enfin, à 38%. On va ajouter cette masse taxable. Donc, vous n'allez pas payer sur l'immobilier en France, mais vous allez payer un petit peu plus sur votre patrimoine ici. Voilà. Ce qui est logique aussi, ils font ça aussi un peu pour se protéger parce qu'il y a des droits d'abattement sur les retraites au Maroc. Donc, en fait, si on rapatrie la totalité de ces retraites au Maroc, qu'on les convertit en dirhams non convertis, parce que pour expliquer aussi un peu aux gens qui ne connaissent pas, il y a deux monnaies entre guillemets au Maroc. Il y a le dirham convertible et non convertible. Le dirham convertible, c'est quand tu viens t'installer au Maroc, ce que tu amènes en devise. Donc cet argent-là, tu peux le changer en dirham non convertible et le sortir du pays assez facilement. Mais ce que tu gagnes dans le pays, c'est du dirham non convertible. Donc tu ne peux pas le sortir, sauf sous certaines... Voilà, sauf sous certaines conditions, qui sont plutôt logiques en fait. Voilà. C'est sous 3 ans pour l'immobilier, il me semble, non? C'est ça dépend. Il faut justifier ça. Après, c'est technique parce que ça va dépendre de si on a la nationalité marocaine ou les deux nationalités, ou si on est français, ou voilà, ça va dépendre de ces choses-là, mais en général, ça se fait. Là, tu as parlé tout à l'heure de l'immobilier, donc quelqu'un qui a des biens. Donc, on est d'accord, si j'ai des biens en France, je paye en France, mais inversement aussi. Si j'ai des biens au Maroc, je les paye au Maroc et je ne paye pas en France. Voilà, en fait, il y a crédit d'impôt. D'accord. C'est-à-dire que sur tout ce qui va être salaire, ils veulent juste que tu payes quelque part. Voilà, je caricature un endroit ou un autre. Voilà. Alhamdoulilah, il n'y a pas la double peine. Exactement. Donc, si tu as payé en France, je te donne un exemple. Il y a certains pays, je prends l'Allemagne, qui prélèvent à la source, par exemple, les dividendes. Les dividendes sont imposés à plus de 15%. Donc, au Maroc, on est moins. On est à 15%. D'accord. Si je dis pas de bêtises, on est à 15%. Ce qui veut dire que en fait, l'Allemagne a prélevé, mais le Maroc, une fois qu'on va le déclarer, on fait jouer le crédit d'impôt, ça a déjà été payé, plus que ce que j'ai payé au Maroc, donc j'ai pas à compenser. Si c'était moins, ils peuvent réclamer une compensation. En parlant de, excuse-moi Théo, t'as raison, vas-y. En parlant de dividendes, etc., est-ce que vous faites de l'optimisation fiscale? Est-ce que vous aidez vos clients à optimiser leur fiscalité, que ce soit en France
ou au Maroc? C'est tout notre métier. Okay. En fait, aujourd'hui, au niveau de tous les produits qui existent, tout se fait et il y a beaucoup de concurrence. Je peux prendre plein de noms de produits, les SCPI dans l'immobilier, il y a beaucoup de concurrence, il y en a beaucoup qui ont de super rentabilité. Au niveau des banques, il y a plein de banques qui ont de super assurance vie, super placement. Donc en fait, nous, on ne peut pas jouer sur ce terrain-là. On ne peut pas trouver le meilleur produit parce qu'une banque l'aura forcément. Donc notre moyen d'être plus performant qu'eux, c'est de jouer justement sur ces questions fiscales. D'accord. D'optimiser. Et à l'instar de ce que tu disais tout à l'heure, le modèle anglo-saxon, où ils ont beaucoup de clients de 800 € à X euros, est-ce que vous faites ça? Vous avez des clients comme ça, un peu ces profils-là? Vous avez des petits porte-monnaies et des gros porte-monnaies? Ah ouais, moi, pour une petite anecdote, j'ai souvent des clients qui viennent me voir en rendez-vous et qui me disent est-ce que je ne sais pas si vous allez pouvoir me traiter. Bon, pourquoi? Parce que j'ai pas un très gros salaire, mais on ne s'adresse pas qu'au très gros salaire. Quand vous allez voir votre banquier, il ne vous dit pas « j'ai pas envie de vous parler » parce que on est là pour vous aider. Mais comme tu disais tout à l'heure, on a tellement l'idée de conseiller gestion patrimoine, de le sacraliser, qu'on se dit non, c'est intouchable. Mais en fait, non, c'est inaccessible plutôt. Exactement. Alors que non, pas du tout, c'est totalement accessible. Moi, je suis cash là-dessus. Théo l'a vu, moi, les rendez-vous sont gratuits. C'est vrai. Premier rendez-vous, toujours gratuit. Deuxième, il est souvent gratuit aussi. Et la plupart des produits qu'on a, une fois qu'on a passé l'aspect optimisation fiscale, parce que c'est ça notre métier. Nous, notre métier, tu vas voir un banquier, tu lui dis voilà, je veux placer de l'argent. Il va te trouver quelque chose, ça, c'est certain. Il va te dire, c'est bon, j'ai ça. Nous, notre métier, c'est non. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, je veux placer de l'argent. Non, attends, on discute d'abord. Comment tu es structuré? Tu veux comprendre. Quel est ton besoin? Voilà, c'est ça que j'ai besoin de savoir aussi. Voilà, qui tu es. Et puis surtout, quel est ton besoin? Tu as des enfants. Je te donne un exemple très simple. Un type qui me dit, j'ai des enfants, j'ai envie de placer un petit peu pour économiser, pour mettre de l'argent de côté pour leurs études, et qui me dit que ses enfants ont 14 et 15 ans, je vais pas lui prendre un truc à long terme, parce qu'il va être bloqué quand ils vont arriver à leurs études. Voilà. Donc, contrairement à un banquier qui, lui, va chercher la rentabilité, qui va proposer limite tout et n'importe quoi. Exactement. Toi, tu vas vraiment proposer quelque chose d'adapté à la personne, à son cas, à sa vie. Et puis nous, en plus, c'est encore plus touchy que ça. C'est-à-dire que le banquier, lui, il s'en fiche. C'est ça. C'est-à-dire que le banquier, il est payé à sa com. Et de toute façon, les gens sont obligés d'aller le voir. Donc, que les gens se cassent les dents ou pas, ça lui est peu importe. Tandis que vous, non. Vous avez intérêt à ce que les gens réussissent, gagnent de l'argent. Et si ça se passe mal, demain, tout le monde le sait. Mais oui, c'est ça. Comment ça se passe ici, comme on dit chez nous. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Un client satisfait, il va t'en ramener un ou deux, mais un client insatisfait, il va te ruiner. C'est pour ça, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, pour une question, je leur réponds, mais il n'y a pas d'honoraire. Non, qu'est-ce que je peux faire? La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est faites-moi de la pub, quoi. Parlez autour de vous. Déjà, bien sûr. Voilà, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Et puis, la plupart de nos produits, en plus, sont indolores pour le client. C'est-à-dire qu'en fait, on va négocier avec l'entreprise qui distribue le produit, comme on lui apporte beaucoup de clients, des rémunérations. Donc, on va être rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, je te donne un exemple. Sur un produit immobilier classique, on fait du clé en main. C'est-à-dire qu'on va faire le truc sur mesure. S'il a 3 enfants, on va prendre divisé par 3 le nombre de parts. On va lui monter le dossier. On va lui calculer l'impact fiscal à terme. On lui donne tout. Et il ne paye pas. Génial. Voilà. T'es disponible la semaine prochaine? Avec plaisir. Je veux planquer mes 500 € par mois que je gagne en France. Là, si tu peux m'aider à défiscaliser tout ça. Et puis surtout, l'effet groupe, ça nous a donné une force sur le marché. C'est que on n'est pas les seuls, parce qu'il y en a qui le font, mais on est quasiment les seuls à réussir à obtenir des crédits pour des Français vivant au Maroc. D'accord. Voilà, sous certaines conditions. C'est pas... Donc des Français qui veulent faire un prêt au Maroc dans une banque marocaine? Non, des Français qui sont au Maroc et qui veulent investir en France. Il faut savoir qu'en France, l'expatrié, il est montré du doigt. Voilà, les banques ne veulent pas en entendre parler. Voilà, elles ont peur, elles sont frileuses, alors que souvent, c'est des profils où il n'y a pas trop à avoir peur. Le mec, il a son salaire qui tombe tous les mois ici, tous les mois en France. Mais ils sont très frileux. Voilà. Et nous, on réussit sous certaines conditions, pas tout le temps, à avoir des crédits. Donc c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on fait du clé en main avec le crédit sur la France, quoi. D'accord. Okay. Si on veut te contacter justement pour mettre tout ça en place, comment ça se passe y a pour nos auditeurs? Il y a le site internet, Equance. On est assez bien référencé. LinkedIn aussi. Okay. On est assez actif sur LinkedIn, on fait pas mal de publications de ce qu'on fait aujourd'hui. Et de toute façon, ton numéro de téléphone sera dans la description, avec le lien internet, tous les liens, etc. pour te retrouver. On te retrouvera. Tu parlais de la famille, justement, tu m'as beaucoup parlé des régimes matrimoniaux, qui avaient donc différence entre la France et le Maroc. Est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, que les gens ne savent pas. Alors, il y a deux différences majeures entre la France et le Maroc. Le premier, c'est sur le foyer familial. Foyer fiscal aussi, comme on peut appeler en France, foyer fiscal. Maintenant, on peut le scinder, on peut décider de le scinder sous certains régimes, si on est en séparation de biens ou sur volonté des conjoints. Mais en général, on est
quasiment tout le temps sur la communauté universelle Ryutozake. Voilà, c'est le régime légal sans contrat de mariage. Donc en fait, l'héritage tombe pas dedans. Tout ce que vous gagnez pendant le mariage, vous le mettez en commun. Et si vous divorcez, vous partagez. Ça, c'est pour le côté mariage. Ouais. Voilà. Ensuite, pour le côté foyer fiscal, en général, vous déclarez tous les deux, monsieur, madame. On est tous les deux sur la feuille, on a le même truc, etc. Au Maroc, non, c'est séparé. Déjà, le régime légal, c'est séparation de biens. Et ensuite, monsieur déclare et madame déclare. Il n'y a pas, de foyer fiscal. Il n'y a pas un foyer fiscal, c'est 2 foyers fiscaux systématiquement. Ok. Et là, du coup, c'est quoi la différence pour quelqu'un qui était en France sous le premier régime et qui arrive au Maroc? Alors là, on parle de mutabilité du régime matrimonial. C'est quelque chose dont les gens entendent très peu parler. Et nous, c'est le premier truc dont on parle parce que je peux vous garantir que dès qu'on fait un petit atelier, on fait pas mal de petits ateliers café-conseil, on fait venir les gens et on parle d'un sujet comme ça. On en a toujours un dans la salle qui est concerné. Ouais. Toujours. En fait, il faut savoir que depuis janvier 2019, il y a le règlement européen qui est passé et qui fige le régime matrimonial, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, on se marie en France, on est en régime légal. Normalement, d'office, où qu'on aille, on est en régime légal. Par contre, avant 2019, il y a 2 régimes qui sont suivis, un avant 92 et l'autre après 92. En clair, ce qu'il faut retenir, parce que ça va être compliqué au niveau des... Il va falloir donner trop d'exemples, mais dans les grandes lignes, si on est marié au régime légal et qu'on s'est marié juste avant de quitter la France, genre moins de 6 mois, moins de 2 ans, c'est le premier pays dans lequel on va arriver qui va prendre la loi. D'accord. Donc si on arrive au Maroc, on pense être en communauté Ryutozake, eh ben non, on est en séparation de biens. Et ça se passe aussi dès lors qu'on l'on passe plus de 10 ans dans un pays sans discontinuité. D'accord. Voilà. Petite anecdote assez marrant, on en parlait justement, on a souvent nos boss qui viennent nous voir au Maroc, donc soit le directeur commercial, soit le directeur général, et on organise des rendez-vous et pas mal de petits ateliers, soit des conférences, soit des choses comme ça. Et là, la dernière qu'on a organisée en juin, juste avant, je dis parle des régimes matrimoniaux, on en aura peut-être un dans la salle. Il dit il y en a de moins en moins. Je dis ouais, ça y est, on verra. Et on a une femme en face, donc qui commence à discuter, qui nous pose des questions là-dessus, qu'on aborde là-dessus. Elle dit mais attendez, je comprends pas. Donc sa situation, ils sont mariés en France, régime légal, pas de contrat de mariage. Avant 2019, bien évidemment. Ils sont venus s'installer au Maroc. Ça fait 20 ans qu'ils sont au Maroc. Donc ça veut dire que le régime a changé. Il y a une mutabilité du régime matrimonial. Et depuis plus de 10 ans, pour faciliter les choses, en fait, comme madame a un poste d'expatrié et monsieur non, elle a plus de facilité à investir sur la France et tout ça, elle a tout mis à son nom. Ils sont très heureux les deux ensemble, hein, ils s'adorent, ils n'ont aucun souci. Mais le problème aujourd'hui, c'est que rien n'est à son mari parce qu'ils sont passés sous le régime marocain en séparation de biens. Et c'est-à-dire que si en cas de problème, ils se retrouvent sans rien. Voilà. Ok. Donc faut faire comme quoi, il faut bien connaître toutes les... C'est hyper précis. Voilà. Ouais. Après, il ne faut pas en faire une généralité parce que c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'appeler un notaire ou d'appeler quand on a une question sur ces choses-là. C'est important. Ou d'appeler quoi. Si vous voulez, moi je suis disponible pour vous répondre, mais je n'ai pas l'exclusivité là-dessus. C'est des choses qu'ils savent au niveau des notaires et tout ça. Donc, moi, le message, c'est n'hésitez pas à poser des questions, à appeler. Je vais te poser ici une question que j'ai eue récemment par un client. Donc on parlait au téléphone, il me dit écoutez, moi j'ai envie d'investir au Maroc, je suis franco-marocain, j'ai 2 filles et je sais que pour la succession ça va peut-être être compliqué plus tard parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de garçons. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors là, je vais simplifier les choses. En fait, les gens se font un gros mélange au niveau de la succession et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Sur la succession, déjà, il faut bien séparer, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect légal et l'aspect fiscal, qui sont vraiment à départager. L'aspect légal, c'est le premier dont on va parler. En fait, c'est dire quelle loi va désigner ma succession. Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est la loi marocaine? Donc la question peut se poser pour un Français, un peu moins pour un binational, parce qu'au Maroc, il est considéré comme marocain. On oublie la nationalité, mais pour un Français, la question peut se poser. Et heureusement, au Maroc, en général, ils renvoient vers la loi d'origine. S'il n'y a pas d'ascendant ou descendant musulman au sein de la famille, donc ils disent, c'est pas notre sort, on renvoie à la loi d'origine. Okay. Mais il peut y avoir des soucis. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut mieux figer son régime et dire, par exemple, on veut être sous le régime français. Pour faire ça, c'est très simple. C'est un document à faire avec le notaire et il va figer le régime matrimonial. Okay. Donc l'aspect légal, il va dire comment on répartit quoi. Donc je prends le schéma classique français, s'il n'y a rien qui est fait, d'accord, monsieur et madame décèdent, les enfants héritent, coupe en 2 devant chez le notaire, etc. On ne peut pas déshériter un enfant, il y a la quotité disponible d'un tiers. Voilà. Donc le régime légal, il va dire voilà qui a quoi. Okay. Et surtout, il va s'intéresser pour la deuxième partie, qui vit où.
Ok. Bah, c'est ça qui va être important. Et là, on est sur le fiscal. Voilà. Là, on passe sur la partie fiscale. Je prends un exemple très simple. Monsieur et madame ont 2 enfants, un qui vit en France depuis 10 ans et qui vit au Maroc depuis 10 ans. Je dis 10 ans parce qu'en fait, sur 10 ans, c'est là qu'on a c'est là qu'on est certain de la résidence fiscale. D'accord. Elle ne peut pas changer. Okay. Voilà. Enfin, elle peut changer, mais si tu pars 10 ans à l'étranger. Donc, pour la personne qui va être au Maroc, d'accord, elle va être sous la loi française. Donc, ils ont chacun 50-50, garçons et filles. Je dis bien garçons et filles pour bien comprendre. Okay. Voilà. Ils sont sous la loi française, ils sont tous français, donc on a renvoyé au pays. Donc, la loi française s'applique. Ils ont 50-50. Par contre, là où il y aura une différence, c'est que celui qui est résident fiscal au Maroc, il n'y a pas de droit de succession. Voilà, c'est des droits d'archivage et de timbre, contrairement à la France. Donc, sur tout ce qui va être partie marocaine, lui, il ne va pas payer d'impôt dessus. Sur la partie française, il va en payer, surtout s'il y a de l'immobilier. Il y a des sacrés selon où il est situé. Voilà. Heureusement, il y a des abattements qu'on peut utiliser, mais c'est vrai que quand il y a des gros patrimoines, ça chiffre vite, hein, ça fait très mal. Hein. La partie française, elle va prendre plein tarif. Voilà. L'enfant qui vit en France, il aura la même chose, mais il va prendre plein tarif. Ok. Donc ça, c'est pour les successions. Voilà. Et donc, une personne qui achète au Maroc, donc un franco-marocain qui achète au Maroc, est-ce qu'il peut justement faire en sorte que ça, il n'ait pas à s'en soucier en faisant une donation, en faisant ce genre de choses vivant. Ouais, c'est ça, de son vivant, qu'il fasse les choses... Là, ça va dépendre aussi de sa résidence fiscale. D'accord. Parce que quand on parle de donation, la donation, elle est par rapport à la résidence fiscale. Voilà, par exemple, je donne un exemple très simple. Au Maroc, il n'y a pas de droit de donation. D'accord. Pareil, il y a un droit de timbre et d'archivage. Enfin, quand je dis pas de droit, c'est on paye quelque chose, mais c'est mais c'est minime. C'est minime. C'est des frais de dossier. Voilà, parce que c'est des droits de timbre, ils appellent ça droit de timbre et d'archivage. Okay. Donc au Maroc, par exemple, je suis résident fiscal ici, je suis marié ou même un enfant, je veux lui faire une donation de 200 000 euros. Je parle en euros pour que ce soit plus simple. 200 000 euros, je donne 200 000 euros. En France, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est impossible. En France, c'est quoi, c'est 60... 32 500 euros de don manuel et 100 000 euros de don notarial. Donc c'est tous les 15 ans. Voilà, et t'es imposé à combien sur ces, par exemple, 100 000 euros? Sur les 100 000 euros, t'as les frais de notaire à payer seulement. D'accord. Mais qui sont déjà... Ça fait déjà mal pour un truc qui est censé être gratuit. Carrément. C'est un peu de l'impôt déguisé. Donc au Maroc, c'est gratuit? Au Maroc, c'est gratuit. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, ça va dépendre de la... C'est vraiment des questions qui sont complexes en fonction de chaque personne. Et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que chaque dossier est différent. Et chaque personne est différente. Bien sûr. Donc en fait, s'ils vivent tous au Maroc, il fait une donation. Il peut même faire un démembrement pour garder la nue propriété. Ça se fait, et ou l'usufruit, ça se fait assez simplement. Par contre, s'il est en France, là, il faut payer des droits. D'accord. Ok. Mais toi, justement, tu fais du conseil de gestion patrimoine, donc tu as souvent, je pense, des gens qui veulent investir au Maroc ou ailleurs. Ouais. Au Maroc, il y a beaucoup de monde qui investit, et on le voit de toute façon. Carrément. Et aujourd'hui, tout le monde, surtout sur Marrakech, investissent pour faire de l'investissement locatif. Ouais. Donc Airbnb, les plateformes de location courte durée. Et on entend beaucoup de choses, mais c'est quoi la réalité par rapport surtout à ce qui est déclaré? À l'aspect légal et fiscal. À l'aspect légal et fiscal, exactement. Alors, on est sur un nouveau cycle. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements. Avec les accords Abraham qui se sont passés, donc le Maroc est sorti de la zone grise, il était dans la zone grise de l'OCDE avant, il est sorti. Donc pour vouloir devenir la place financière pour venir en Afrique, parce que je trouve qu'il y a un essor qui est quand même formidable au Maroc. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont cette croissance-là. Je suis fier de voir ça au Maroc, carrément. Franchement, c'est génial. Et donc de ce côté-là, il y a beaucoup de changements. Et le premier qu'il y a eu, c'est au niveau de l'imposition des revenus fonciers. Avant, on était à 20% forfaitaire. Voilà. Donc, à partir d'un certain montant, c'était 20%, c'est ça? Non, quoi qu'on fasse, c'était 20%, à peu près, grosso modo. C'était 20%. Maintenant, on est sur l'assiette imposable. Donc, en fonction de l'assiette taxable de son imposition. Si on a 38%, c'est d'accord. Je prends des chiffres un peu ronds. Si on a plus de 20 000 euros, donc 200 000 dirhams par an, on est à 38%. On mettra le barème de toute façon en bas. Voilà. On mettra le barème. Exactement. Donc, on va payer 38%. Donc, ça peut paraître un peu moins intéressant, parce que c'est sûr qu'avant, c'est l'Eldorado. 20%, c'est magnifique. C'est clair. Mais ce qui reste intéressant, c'est qu'il y a un essor qui est plus important au niveau du tourisme. Qu'il y a tout à faire, contrairement à des pays qui sont déjà très touristiques depuis longtemps, et surtout dans le tourisme haut de gamme. Là, le Maroc est en train de devenir vraiment un pays de tourisme haut de gamme. On le sent vraiment. Et puis surtout, il y a une sécurité qui est plus importante en France au niveau du bailleur, je trouve. Et il n'y a pas... Ça dépend des endroits, mais il n'y a pas vraiment de plafonnement des loyers, comme on peut avoir en France dans les grandes villes. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel intérêt de l'investissement sur le Maroc. Et puis surtout, c'est des villes comme Marrakech qui tournent H24 toute l'année. Tout le temps. Il n'y a pas de demi-saison. Non. C'est plein tout le temps. Toute l'année, ouais. C'est clair. Et ensuite, l'autre chose qui a changé, qui est assez importante à noter, c'est au niveau des Airbnb.
la réglementation a changé. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Donc, j'ai eu des informations, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas accrédité à valider tout sur la partie marocaine. Mais par contre, j'ai des clients qui m'appellent et je leur réponds volontiers. Et si jamais ils ont plus de questions, je les renvoie vers une personne spécialisée. Mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il y a eu pas mal de soucis avec les Airbnb. Et donc, en fait, ils veulent protéger, vu que le Maroc est en train de se placer en leader au niveau du tourisme par rapport à l'Europe, là, depuis que le Covid, ils veulent vraiment protéger le touriste et protéger ceux qui font des efforts au niveau du tourisme local. Ouais. Donc, les Airbnb vont être agrémentés. Il va falloir passer un agrément à obtenir. Il y a un cahier des charges, un peu comme dans l'hôtellerie, de façon à ce que quand quelqu'un aille sur Airbnb pour louer un appartement, il est certain que de tomber sur quelqu'un de correct. Voilà, et que ce qu'il voit va être ce qu'il va recevoir. Et ça va être mis en place quand, tu sais ? Ça a déjà commencé, je crois que ça a déjà commencé. La campagne de ça. En fait, c'est passé, mais il y a le moment avant que la loi soit une petite latence pour l'application. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont appelé paniqué à ce niveau-là, mais je leur dis que c'est une bonne chose, parce que tant que ce qu'on fait est clair, net et précis, ça va éliminer un peu toute la mauvaise concurrence et assainir ce marché-là. Ça va chambouler le monde d'Airbnb, là. Justement, là, avant, on parlait pour les logements qui sont considérés comme hôtellerie, il y avait un papier à obtenir, qui est donc le certificat qui est l'autorisation d'exploitation. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le cas, c'est que pour les hôtels, enfin pour les établissements considérés comme hôteliers, et bientôt, ce sera plus le cas. Exactement. C'est des normes. C'est aussi pour Airbnb, pardon. Pour tout le monde. Oh, d'accord. Ok. C'est une norme classique. C'est important à savoir, tu vois. Exactement, ouais. Donc, il y aura des contrôles inopinés. De ce que j'ai entendu, c'est renouvelable 5 ans. Tous les 5 ans. Donc, tu as ta carte et tous les 5 ans, tu la renouvelles. C'est vraiment un agrément qui t'autorise à louer. Donc, même pour un T2 à Guélise, il faudra ça. Normalement. Voilà. C'est encore un peu trop tôt pour savoir exactement, mais ouais, normalement, c'est tous les Airbnb qui ont l'air concernés. Ok. Donc ça sera en même temps, il va y avoir la Coupe du Monde, il va y avoir la Cannes. Il y a besoin de cadrer les choses. De cadrer, exactement. De cadrer les choses pour protéger, comme tu l'as dit, tout le monde. Exactement. Le propriétaire, ça va le protéger aussi des problèmes qu'il peut y avoir, et forcément le locataire. Et même pour l'image, c'est hyper important pour le Maroc. Airbnb, tout ce qui est un petit peu uberisé aujourd'hui, on a pas la main dessus. Ouais. C'est important pour les pays de remettre la main dessus pour garantir... Exactement. On l'a dit tout à l'heure, et un étranger qui vient au Maroc et qui a une mauvaise expérience, il ne va pas y revenir, il va en parler en mal. Ouais. C'est clair. Donc pour moi, c'est positif, ça va dans le sens logique. Mais justement, le Maroc évolue depuis des années. Nous, on a un œil... en étant ici que depuis un peu moins d'un an, toi un peu plus. Ouais. Mais toi, du coup, qui est né ici, qui a vécu ici, qui est parti, qui est revenu, qui s'est installé et qui y travaille, c'est quoi ton œil sur l'évolution du Maroc depuis ces dernières années ? Sur les 8 dernières années, là, il y a un boom qui est impressionnant. Impressionnant. Le Maroc a bénéficié, j'analyse en termes un petit peu économiques, le Maroc a bénéficié, comme tous les pays émergents qui sont frontaliers de gros pays, comme le Mexique, je prends des exemples, parce que c'est hyper similaire. On a notre directeur commercial qui est et des développements qui est basé à Cancun, au Brésil. Et en fait, au Mexique, qui vient souvent me voir au Maroc. Et en fait, à chaque fois qu'il vient me voir, il me dit, mais c'est fou les ressemblances qu'il y a entre le Maroc et le Mexique. Tu te rappelles, on en parlait quand je l'ai rencontré d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc, jusque-là, il y avait cet essor-là, comme le Brésil, comme tout ça. Et après, les crises qui sont arrivées, les subprimes et tout ça, c'est un peu... On pensait que ça allait couper l'herbe sous le pied, mais finalement, le Maroc il a continué. Ouais. Et le gros boom, ça a été le Casa Finance City, où ils ont commencé à faire la première plateforme de trading et d'investissement sur le Maroc. En parallèle, il y a eu des plateformes qui ont été mises en offshore, dans le nord du Maroc, pour que les gens, avec du dirham non convertible, puissent investir dans d'autres monnaies. Donc, c'était les premiers tests qu'on faisait, qu'on faisait, c'est pas moi qui les fait, mais qui faisaient. Donc c'était des très gros portefeuilles, mais ça a ouvert la porte à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et on le voit même au niveau des réglementations pour ressortir de l'argent et tout ça. C'est facilité, tout va dans le bon sens à ce niveau-là. Mais l'essor économique du Maroc, je le trouve incroyable. C'est fort, ouais. On parlait tout à l'heure, je reviens vite fait sur le sujet de l'expatriation. Bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup de venir, mais on ne parle pas des gens qui retournent. Ouais. C'est quoi les choses à mettre en place quand une personne qui est venue au Maroc retourne en France, par exemple ? Alors déjà, avant de venir, il a mis plein de choses en place dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Il y a des choses toutes simples. Prévenir le centre des impôts. Leur dire qu'on n'est plus résident fiscal français, on va être muté au centre des non-résidents. Pareil au niveau de la sécurité. Tant qu'on n'est pas résident fiscal au Maroc, on est encore couvert par la sécurité sociale. Dès qu'on devient résident, il faut passer sous la CFE. Voilà, ou sous une mutuelle privée, ou prendre la CFE avec une complémentaire, ou sous la CNSS en local. Tu peux pas bénéficier des deux. Non. Tu peux pas essayer de jongler à tes risques et périls. Voilà. Ok. PVPP, pas vu, pas pris. C'est ça. Mais donc il y a toutes ces démarches-là à mettre en place qui sont assez importantes.
quand tu pars, il y a aussi des démarches à prendre. Prévenir les impôts si tu rentres en France. Parce que tu peux aller dans un autre pays, hein, mais tu vas dans un autre pays, tu n'as pas besoin de prévenir la France. Peut-être ta complémentaire ou bien ton assurance si tu es pris en charge en privé, parce que les montants peuvent changer en fonction des pays, mais tu n'as pas besoin de prévenir grand-chose. Par contre, si tu rentres en France, il faut porter à connaissance à la France les comptes que tu as eu à l'étranger, tout ce que tu as eu à l'étranger pendant que tu étais au Maroc. Il faut prévenir le centre des impôts, prévenir la CFE et la sécurité sociale. Tu peux garder ton compte, mais tu fermes ton compte en général. Donc il y a toutes ces démarches-là à faire quand on part. Tu m'avais dit qu'il y avait même des avantages pour ceux qui revenaient. Sous certaines conditions. Alors, sous certaines conditions, sous Sarkozy, il a vu qu'il y avait beaucoup de Français de cerveau qui s'expatriaient. La fuite des cerveaux, la fameuse. Et il s'est dit, il faut trouver un moyen de les ramener. Parce que c'est vrai qu'en France, on critique souvent, il y a des choses qui sont très bien, mais c'est vrai que l'imposition, elle fait mal. Quand on compare aux autres pays, je ne le parle pas, c'est pas un jugement personnel, je compare par rapport aux autres pays européens, on est tout le temps dans le top 3. Sur tous les sujets, les successions, l'impôt, les sociétés, on est top 3 à chaque fois. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont parties à l'étranger justement pour fuir ce problème, et donc il leur a proposé de revenir et il a mis en place un espèce de cadeau fiscal qui s'appelle le régime des impatriés. En fait, si on répond à certaines conditions, en gros, c'est si on est rappelé par une boîte française, si ça fait depuis plus de 4 ans je crois qu'on vit à l'étranger et qu'on est rappelé par une boîte française pour revenir travailler en France, on a des cadeaux fiscaux. Voilà. Donc on a des abattements sur l'imposition, on a plein de choses qui sont mises en place pendant une durée de 5 ans justement pour faciliter le retour. Donc ça, on en a mis en place quelques-uns, mais ça c'est vraiment du cas par cas et c'est sous certaines conditions. Sûrement pour les contrats expats qu'il y avait sans doute, non ? Ça peut être des contrats expats et des fois c'est même des gens qui sont dans des entreprises en local. Ok. Voilà. Mais il faut en fait vraiment qu'il y ait cette démarche de quelqu'un, d'une entreprise française qui dise on a besoin de cette personne-là. D'accord, donc c'est pas lui qui décide de revenir, c'est une entreprise française qui l'appelle. Il peut décider de revenir et de se mettre d'accord avec l'entreprise, mais il faut que ce soit l'entreprise qui fasse la demande. D'accord, ok. Moi j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous rencontrez souvent des cas de retour en France, des marches arrière, des retours arrière ? Moi pour le moment j'en ai pas vu. Parce que j'entends une légende qui dit que souvent les gens viennent s'installer pour 2 ans. La première année, ils sont un peu dans l'euphorie. La deuxième année, ça déchante. Et il y a beaucoup de retours. Vous entendez un peu parler de ça ? Ou toi, t'en rencontres ? Toi, tu dois en voir plus. Ouais, on en voit. Ouais. On en voit. C'est comme tout. C'est un peu... C'est pas propre au Maroc. Je l'ai vu quand j'étais en Italie. En général, exactement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. Ils ont le manque de France, ils ont le manque du pays ou des choses comme ça. Et après, c'est beaucoup... C'est pour ça que j'en parlais au début. C'est beaucoup le souci de personnes qui viennent et qui ont l'impression d'être en France. Déjà. Voilà. La non-préparation aussi, peut-être. Ça. Donc en fait, c'est ce que je disais, comme ils sont pas... Ils ont l'impression d'être en France, sont venus passer des vacances ici, tout le monde pas français, les autres pas français, c'est le même système, etc. Sauf qu'une fois qu'ils sont ici et qu'ils sont confrontés au problème... C'est une autre vie, c'est un autre délire, t'es pas en vacances. Voilà, si tu n'as pas prévu, tu en parlais ne serait-ce que de préparer ta carte de séjour pour la résidence fiscale, si tu n'as pas prévu ça, tu as des enfants, tous les 3 mois, sortir du territoire et revenir. C'est mon cas. Voilà. Pour l'instant, c'est mon cas. Ouais. Déjà, quand tu t'y prends bien... c'est une démarche où il faut le dire, c'est long à l'obtenir, la définitive. Tu as le récépissé qui arrive assez vite, au bout d'un mois, 1 mois et demi. Mais des fois, la carte, tu peux l'attendre 3 ou 4 ans. Donc ça t'oblige à faire des... Pas 3 ou 4 ans, 3 ou 4 mois, excuse-moi. Ok, parce que j'allais dire ça va beaucoup. Donc ça t'oblige à faire des démarches. Puis après, il faut aussi savoir que c'est 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. D'accord. Oui, renouvelable. Quand tu les renouvelles. Très bien. Donc, c'est très bien. Très bien pour le pays, c'est très bien. C'est très bien, ça montre l'intérêt et c'est la normalité. Ouais. Tu vois, ça veut dire que dans 3 ans, s'ils veulent ne plus te la donner pour X raison, parce que tu as fait des choses négatives, il n'y a pas de raison qu'ils te la donnent. C'est leur droit. C'est très bien. Ouais. Tu vois, contrairement à ce qu'on peut voir en France où tu peux faire ce que tu veux, tu resteras toujours en France. Quoi. Moi, je l'ai toujours dit, on a un peu les fesses entre 2 chaises parce que je réussis pas à m'intégrer totalement ici parce que tu veux ma tronche. Toi, tu réussis pas à voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, je m'intègre, mais je serai jamais considéré comme marocain. C'est vrai. Et en France... Alors que tu parles mieux le Darija que nous, tu vois. Et tu me mets à l'amende. Et quand j'arrive en France, je me sens pareil en français. Parce que oui. j'ai pas vécu là-bas, j'ai pas de marqueur. Ici, bien sûr. Donc en fait, j'ai ces 2 choses-là, et donc ça me permet d'avoir peut-être une ouverture d'esprit, une façon de voir les choses différentes, et ça fait que j'en veux absolument pas au Maroc. J'aurais pu demander la nationalité, c'est compliqué à mes 18 ans, mais ça peut s'obtenir. C'est compliqué. Surtout à mon époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus facile. Pourtant, tu as une famille qui est installée depuis 1900 et tu peux pas avoir la nationalité. On refait notre carte de séjour en permanence. Encore une fois, je suis désolé, mais je trouve que c'est bien. C'est ce que je l'ai dit. Il y a une protection du pays.
Tu peux pas arriver demander la nationalité comme ça. Tu peux pas arriver et renouveler des cartes de séjour alors que tu crames des feux ou tu rentres dans des gens. Comme on a pu voir cet été, c'était triste quand même, tu vois. On en parlait tout à l'heure encore. Des mecs qui font des bécanes sur des terrains de golf, des accidents de voiture, tu vois. Mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je suis hyper reconnaissant. Moi, je suis hyper reconnaissant. Je me sens marocain à moitié parce que j'ai grandi là. Moi, quand il y a un France-Maroc en foot, avant, plus jeune, j'étais pour le Maroc. Pour la France, je veux dire. Ça y est, maintenant, on en a 2. Maintenant, je suis pour le Maroc. Il faut tourner un petit peu, les gars. En plus, ils sont bons. Donc, putain, ils sont super bons. Ils sont bons. C'est clair. Mais ça aussi, l'évolution... On fait une parenthèse foot. L'évolution foot depuis que le président de la fédération, j'ai oublié son nom. Surtout depuis qu'Argregui qui a pris la... Ouais, mais ça s'est fait même avant sur toutes les infrastructures. Ouais, totalement. À Rabat, le centre de foot, il est hyper développé. Et c'est dans la continuité de tout le reste. Foot, finance, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Sur tout le reste, c'est en train d'évoluer. Mais tu sens que le pays va être au top sur toutes les places. Mais c'est pas que dans le foot, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a des sports aussi que les gens pratiquent pas, mais dans le monde de tout ce qui est boxe et arts martiaux, le Maroc est super bon. En ce moment, ils ont plein de mecs qui passent souvent avec la double nationalité. C'est plus simple pour avoir les licences. Bien sûr. Mais il y a plein de Marocains en kickboxing. Les échecs. Ouais. Les échecs sont forts aussi. Mathématiques aussi. Mathématiques, ouais. Il y a une... Ça, c'est une des différences que j'ai notées. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à m'intégrer en France. Je dis peut-être des bêtises parce que je connais pas toute la France, c'est pas une généralité. Mais il y a une culture de la gagne et de la réussite ici. De l'excellence, c'est vrai. Qu'on ne retrouve pas en France. Je donne un exemple tout simple. Ici, tu vois une Ferrari ou une super belle bagnole passer à côté de toi, t'es heureux pour la personne. Ouais. En France, t'as pas ce sentiment. Et plutôt, ils sont aigris, jaloux, c'est vrai. C'est là, t'as envie de comprendre comment il a fait pour toi pouvoir le faire et peut-être faire mieux. Tu sais, même lui, il serait content que si tu pouvais faire mieux que lui. Tu vois. Exactement. C'est clair. Donc c'est pour ça que je disais, on voit des gens repartir, comme tu disais, au bout de 2 ans, 3 ans. Qui déchantent. Voilà. Il y en a quelques-uns, on en parle beaucoup, mais c'est pas du tout une généralité. Mais comme on dit, quand il y a un truc qui se passe dans le mauvais sens, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de gens qui disent il y a plein de Français qui viennent et qui ont tout perdu, qui repartent une main devant, une main derrière. Oui, il y en a. C'est pas la généralité. Non, c'est pas la généralité. Beaucoup de gens qui repartent, c'est parce que finalement, ils se sont rendus compte, comme moi, je pourrais pas m'intégrer en France, que finalement, une fois que tu as passé le côté touristique, il y a une barrière culturelle à laquelle tu n'es pas adapté. Bien sûr. Voilà. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a trop d'Arabes dans le pays. Quand il y a trop d'Arabes dans ce pays, je trouve. Quand tu vois ce que certains ont voté à Marrakech, à Agadir, etc. 26% pour le RN, Bardella. Et pas que. Même Zemmour et tout a fait des scores pas mal. C'est ouf. Agadir, Marrakech, spécial. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ça, on en parlait, je crois, l'autre jour. Il y en a qui font pas d'efforts aussi au niveau de l'ouverture. L'intégration. Ils restent beaucoup entre eux, tu vois. Certains expatriés. C'est vrai qu'il y a un effort à faire là-dessus. C'est vrai qu'il y a un effort. Des fois, tu les vois un peu, comment ils parlent au serveur, comment ils parlent, comment ils agissent dans la vie avec les gardiens de parking. Ouais, ça aussi, ouais. Le fait d'être un peu en mode communautaire, tu vois, ça aide peut-être pas, forcément. Mais ça change beaucoup. Tu penses ? Ça change dans le fait, très simplement, c'est qu'il y a beaucoup moins d'expatriés qu'avant. Je parle du package expatrié VIP, quand je parlais tout à l'heure, du type qui vient ici. Contrat expat, tu veux dire. Voilà, contrat 100% expat. Avant, c'était la majorité des gens qui venaient travailler au Maroc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça coûte trop cher aux entreprises d'avoir des expats, donc en général, ils font des filiales et ils embauchent. Des salaires français, etc. C'est vrai, voilà. Donc on en a de moins en moins, donc en général, les gens qui viennent ici, c'est pas comme avant, des gens qui venaient... Puis je peux pas leur en vouloir, parce que moi j'en ai fréquenté quand j'étais jeune à l'école, tu vois, avec les parents d'élèves et tout ça. Bien sûr. Mais c'est des gens qui sont là, c'est éphémère. Des fois, c'est 1 an, 2 ans. Donc, t'as pas forcément... Quand tu fais un pays comme ça tous les 2 ans, au bout d'un moment, tu passes pas ton temps à t'intégrer dans chaque pays. C'est vrai. Tu te mets... Donc, je peux pas leur en vouloir vraiment à ce niveau-là. Et c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. De gros contrats VIP expat, comme on voyait à l'époque, il y en a de moins en moins. Donc, les gens restent pour une durée plus longue. Donc, forcément... Ils se projettent plus, forcément. Donc, c'est plus simple. Mais justement, parlez-nous un peu de toi. T'as vécu au Maroc, très jeune. Donc, t'es né là, en fait. Oui, je suis né à Casa. Et t'es parti à quel âge ? Je suis parti après mon bac, à 19 ans. À 19 ans. Donc, quand tu arrives en France, tu repars donc, de France pour revenir au Maroc, à quel âge ? Alors, déjà, j'arrive en France en 2011. Ok. Je fais mes études à Bordeaux. Donc, je reste à Bordeaux jusqu'en 2015. 2015, j'ai fini mon Master 1 à Bordeaux et je vais faire mon stage de fin d'études à Paris dans la boîte d'Equance, en gestion de patrimoine. Là, c'est le coup de foudre avec la gestion de patrimoine, c'est tout ce que j'aime, la finance comme j'aime, et puis surtout le côté humain. C'est ce que j'aime. Moi, je viens du Maroc, vous avez vu un peu comment c'est ici. Bien sûr. Tu sais pas, tu t'emmerdes quand tu es au café, tu vas parler pendant une demi-heure avec le serveur. Tu peux pas t'emmerder dans un café. Voilà, tu peux pas. Exactement. Donc j'ai adoré ce côté-là, donc je suis resté là. Ensuite, j'ai fait une alternance avec eux pendant mes études pour faire un Master 2 pour me spécialiser, parce qu'il me fallait quand même un bagage pour avoir de la crédibilité.
Et je suis parti 1 an en Italie. Okay. Et donc 2016-2017, fin 2017, je rentre d'Italie au Maroc, directement. Direct au Maroc. Je sais pas si on te l'a demandé, t'as quel âge ? J'ai 31 ans. Marié, des enfants ? Si c'est pas indiscret ? Pas du tout indiscret. Pas d'enfants encore, pacsé et fiancé. Ok, félicitations. C'est gentil. Et donc, du coup, on peut pas se douter que tu es né au Maroc. Ah non. On peut pas se douter que tu parles arabe. Et que ce soit ici ou en France, c'est ça qui est drôle. Ouais. Moi, j'aime bien en jouer, que ce soit en France. Et puis, j'aime bien en jouer surtout face à des gens qui s'y attendent pas et prendre position sur certains sujets. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de choses dont ils n'ont aucune idée et qui ne connaissent pas et qui te jugent à ta tronche en parler. Ouais, c'est ça. Voilà, quand ça on parle. t'arrive souvent ? Ouais, ça m'arrive souvent. Pendant mes études, ça m'arrivait en France, c'était très drôle. Il y avait un quartier un peu chaud de Bordeaux, que je ne vais pas citer, où on allait passer la fête. Et il y avait le McDo qui était pas loin. Okay. Et souvent, il y avait des bandes qui traînaient là et qui t'emmerdaient un peu. Et je sors, moi je me suis jamais posé de questions, parce que le Maroc, on oublie de le dire, mais en termes de sécurité, on est bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on est aussi autant en sécurité, quoi. Donc je me doute de rien, je sors à Bordeaux, et là je vois une bande commence à m'entourer. Je me dis, je le sens pas trop, et il commence à me parler, à me regarder, etc. Le type il me dit, t'as pas l'heure? Non, j'ai pas l'heure, tatati tatata. Puis il me regarde, il s'approche un peu trop, et donc je l'attrape un peu par là et je lui dis en arabe, c'est moi qui vais te voler. C'est moi qui vais t'agresser, c'est pas toi qui vas m'agresser. Et je le relâche. Ses potes disent, wesh, il a dit quoi? Il a dit, oh je sais pas lui, il doit parler l'arabe algérien ou l'arabe tunisien. Donc je le regarde comme ça, j'explose de rire. Je dis, qu'est-ce qu'il vous a raconté votre pote? Ah, qu'il est marocain, qui parle le derija. Ouais, qui parle l'arabe marocain. Je dis, ça s'appelle pas l'arabe marocain, ça s'appelle le derija déjà. Je dis, votre pote, il se fout de sa gueule, il sait même pas ce que j'y ai dit. Ah bon? Il me croyait pas. Donc je sors ma carte de résidence, Casablanca et tout. J'ai fini par prendre le McDo avec eux, ils m'ont payé le McDo, ils m'ont rassé. Alors que je pense qu'ils étaient partis pour me taper la route au téléphone, quoi. C'est incroyable. Donc en France, t'es le plus marocain des Français, ici t'es le plus français des Marocains. Voilà, et pareil, plage à Mefna, j'en ai une pas mal avec Mathilde, ma fiancée, et sa meilleure amie. Sa meilleure amie était venue à Marrakech et elle est blonde. Donc on peut peut-être penser que c'est ma sœur, entre guillemets. Okay. Et donc on va à plage à Mefna, il y a un mec un peu lourd qui vient tourner autour et qui essaie de leur parler alors qu'il voit que je suis à côté. Et ça faisait le 3e qui venait nous emmerder un petit peu, on avait juste envie de traverser la place, c'est tout. Et donc je le regarde et pareil, je lui dis en arabe, je dis, dis-moi, qui t'a permis de lui parler à elle? Tu m'as demandé l'autorisation pour parler à ma femme? Ah, en arabe dans le texte. C'est ce que j'allais dire, on est d'accord sur tout ça, c'est en arabe. C'est-à-dire, il doit, tu sais, les yeux comme ça, tu vois. Sidi. Et après, il parle à l'autre, je fais, il me regarde comme ça. Et donc il est parti, il nous a lâché. Il s'y attendait vraiment pas. Tu l'as refroidi. Mais même ici, alors à Casa, tu m'as dit que ça se passait un peu moins. Casa, il y a beaucoup de pieds noirs. C'est pour ça. Ouais, mais donc, ici à Marrakech, les serveurs, l'autre fois, tu étais venu il y a quelques mois, ils s'étaient choqués. Ouais, les serveurs, ici, ils s'y attendent pas. C'est tout le temps. Ici, c'est tout le temps. Casa, c'est normal. Il y a beaucoup de Sereni, comme on dit, qui parlent l'arabe, qui sont nés là-bas, ça se voit. Marrakech, comme c'est très touristique, ils s'attendent à un touriste. Voilà. Mais c'est bien, parce que ça permet, aussi bien ici qu'en France, de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Exactement. Écoute, franchement, comme on l'a dit au départ, mais non, on l'a dit hors antenne, mais ça sera l'occasion de te revoir. Là, on a parlé de l'expatriation sur un long sujet, sans vraiment rentrer dans les détails. On a survolé tous les sujets un peu. Mais je suis certain que ce serait une bonne idée de te revoir sur un sujet un peu plus précis, que les gens nous diront, tu vois, si les gens ont des questions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires des questions si vous voulez approfondir des sujets. Mais c'était un vrai plaisir de te recevoir. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on organise pas mal d'événements comme ça. On appelle ça les cafés conseils ou bien des petites conférences qui sont tout le temps gratuites. Parce que c'est notre business, l'information finalement. D'accord. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin, s'il y a un sujet qui peut intéresser les gens, et même si c'est du sujet en local, on peut faire venir quelqu'un. Du coup, pour rebondir sur ça, où est-ce que ça se passe ? Comment on peut être au courant qu'il y a ces cafés conseils, etc. Comment on peut savoir et y participer? Comment ça se passe? Alors, on a deux chaînes de communication. Le premier, ça va être tout ce qui va être emailing, donc avec la base de clients qu'on a déjà. D'accord, donc là, vous adressez qu'à vos clients. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas clients, qui nous regardent, LinkedIn. Voilà, on est beaucoup sur LinkedIn. Tout le réseau. Sur Equance ou sur le tien, sur ton réseau LinkedIn? Voilà. D'accord, on va le mettre aussi en lien. Equance, il est intéressant, mais le LinkedIn Equance, en fait, il est centré sur Equance. Sur la totalité. Total. Il n'est pas spécialisé sur la partie Maroc. Donc, en fait, dans chaque pays, on a un LinkedIn local géré par le consultant. Et c'est toi, en l'occurrence, pour le Maroc. Voilà. Ok. T'es le seul consultant au Maroc pour Equance? Il y en a un qui est en cours d'arrivée. D'accord. Là, okay. Justement sur Marrakech. Marrakech. Besoin de renfort, il y a tellement de monde et tellement de demandes que... On ne peut pas être dans toutes les villes et puis c'est bien.
C'est bien parce que ça impose un peu plus l'image, ça appuie le truc. Et puis, je pars du principe que c'est toujours bien d'être entouré. Plus on est, meilleur sera le conseil. Bien sûr. Exactement. En général, ces cafés conseils, vous les faites tout à Casa, c'est ça? Vous en faites un peu à Marrakech, à Tanger, non? Ou est-ce que ça va venir? On en a déjà organisé un petit à Marrakech. D'accord. Et justement, on est en train d'intensifier. Comme je te disais sur Marrakech, on est en train d'intensifier un petit peu. On s'est beaucoup occupé de Casa au début. Et on veut organiser ça. On en avait parlé avec Lamia qui est passé dans le podcast. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, qui est adorable. C'est super sympa la discussion qu'on a avec elle. Donc, nous, si on est dispo pour organiser ça sur Marrakech. Ça va être top. En fait, la problématique qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'était de trouver suffisamment de personnes pour que ce soit intéressant. Parce que c'est pour le faire pour 4 personnes. Moi, je pense que Marrakech, tu auras de la demande. Voilà. Et donc, maintenant, on a un peu plus de poids sur Marrakech. Et on va très bientôt, on va organiser ça en tout cas. Ça va être top. Super. Merci beaucoup d'être passé, Alexis. Merci, c'est gentil. Je vous remercie de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et à très vite bientôt. Allez, à bientôt. On va se revoir bientôt. Ouais. Merci beaucoup, Alexis. Merci.